Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallette. Donc, on est en compagnie de notre comptable professionnel agréé, Régent Lebeu. Régent, bonjour. Bonjour, Michel, ça va bien? Oui, merci. Et toi? Très bien. L'économie aussi? L'économie, elle va mieux. Depuis la semaine dernière, on est rendu maintenant en zone orange, donc depuis lundi. Très bonne nouvelle parce que les secteurs d'activité en général vont très bien. On parle de quincaillerie, les concessionnaires d'auto, on parle même dans les domaines des botaniques, etc. Donc, tout va bien en général. Canadian Tire, un peu, tous les commerçants roulent très bien. Même, il y a une rareté des produits. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on sent une rareté des produits là, quand on particulièrement arrive. l'automobile. L'automobile, c'est surprenant de voir combien il n'y a pas de voitures dans les cours d'automobile. Donc, c'est vraiment surprenant, mais l'économie va bien ce côté-là parce que les gens consomment. Donc, les gens ne voyagent pas, donc consomment localement. Une très bonne nouvelle pour l'économie des Merci-Montmagny, Lillette, Kamouraska, parce qu'on sent que les gens veulent consommer sur place. Et là, la bonne nouvelle avec le retour de la zone orange, bien là, c'est les restaurants. On s'attend que les restaurants vont, moi j'appelle ça exploser. Là. Les gens vont en profiter pour aller retourner au restaurant parce que c'est un secteur qui était gravement affecté. Et là, on commençait à être un peu inquiet. Puis on avait peur, dans le fond, que le retour se fasse seulement après Pâques. Et là, la bonne nouvelle, on est en zone orange, au moins sur notre territoire. Bon. Est-ce que c'est pas dangereux de voir que les gens consomment à un tel point? Là, bon, tu le dis, les gens ne voyagent pas, alors ils ont de l'argent. Puis on a moins sorti, on a moins pris le véhicule, donc moins d'essence. Est-ce que c'est pas un peu dangereux, tout ça? Le danger qu'on perçoit, que les économistes annoncent, là, c'est que c'est l'inflation. L'inflation, on a senti déjà une pression. J'ai annoncé en janvier qu'on était au-dessus de 1 % taux d'inflation. Il va sortir bientôt pour les mois de février, là. Et on se rend compte que ça peut causer un inconvénient d'inflation. Parce que si l'inflation augmente trop rapidement, ça peut emporter vers une crise. Parce que l'inflation, c'est le prix des biens à la consommation. En général, ils ont augmenté beaucoup. D'ailleurs, on le sent dans les différents produits. Les matériaux de construction, j'en ai parlé la dernière fois. On sent une pression par rapport à ça. Et là, on le sent au niveau des automobiles, etc. Donc, si ça commence à vouloir débouler, et là, qu'est-ce qui m'inquiétait un peu, c'est que la semaine dernière, le gouvernement aux États-Unis, ils ont augmenté les taux d'obligation. Ça, c'est peut-être une autre petite mauvaise nouvelle, parce que quand les taux d'obligation augmentent, ça peut arriver que les taux d'intérêt vont augmenter. Je dis bien augmenter, alors que je vous disais, il n'y a pas si longtemps que ça, avant 2023, il n'y aura pas de problème, etc. Fait que là, vous comprenez que si le taux d'inflation augmente, il doit jouer sur le taux d'intérêt pour équilibrer ce qu'on appelle les outils qu'on a en économie pour éviter une crise. Bien, on n'est pas là du tout présentement, mais on a des petits signaux qui ont été lancés en lien à ça. Est-ce que, avant de prendre le sujet, est-ce que par rapport aux économistes, parce que tu disais dans une de tes chroniques que les économistes étaient très positifs par rapport à l'économie, là, au pourcentage d'augmentation de l'économie ou du rendement de l'économie, est-ce que c'est encore vrai? Est-ce qu'ils sont encore aussi positifs ou optimistes? Oui, ils sont quand même... Ça a 2 jours de rester encore optimiste, parce qu'on voit que l'État a quand même pris ça en charge. Donc, ils ont réinjecté de l'argent dans l'économie, etc. Les programmes même le programme de subvention salariale d'urgence a été confirmé jusqu'en juin. On connaît les conditions. Tout est là pour être capable de maintenir l'économie à flot. Donc, il y a des petits signaux. Il n'y a rien d'alarmant pour l'instant, Michel, par rapport à ça. La croissance est au rendez-vous, donc c'est bon signe. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès qui crée un taux d'inflation élevé. Fait que c'est ça qui peut causer un déséquilibre. Encore là, c'est les consommateurs qui décident toujours l'économie. Les consommateurs, la façon qu'ils vont consommer, etc. Mais là, s'il y a un retour des voyages qui arrive, ça va comme rééquilibrer toutes ces choses-là. Les gens vont consommer un peu moins des biens de consommation courante qui sont achetés un peu partout, là. Fait que là, ça va rééquilibrer. Donc, on s'attend qu'avec le déconfinement, le retour des voyages, etc., va rééquilibrer l'ensemble des produits qu'on retrouve dans l'économie. Mais c'est vrai ce que tu viens de dire. C'est toujours le consommateur qui décide. Si le consommateur achète beaucoup, c'est pas meilleur que s'il n'achète pas du tout, là. C'est ça, effectivement. Donc, lorsqu'on crée un excès, là, on regarde avec les piscines puis les spas, là, dans le fond, ils ont déjà des ventes, sont quasiment faites pour la saison qui s'en vient. Donc,
c'est déjà un signe que les gens pensent rester à la maison cet été. Donc, là, ça va créer des augmentations des prix au niveau de ces piscines, les spas. D'ailleurs, les prix sont rendus vraiment augmentés comparativement à l'an passé. Puis ça, il faut faire attention là-dessus. Mais on sent que ça va revenir. Il n'y a rien d'alarmant pour l'instant. OK. Report de paiement des impôts des particuliers. Oui, un sujet que je voulais vous parler aujourd'hui parce que la semaine dernière, dans le fond, le gouvernement du Canada a mentionné que les gens qui ont reçu la fameuse PCU, donc la PCU ou les différents programmes là, du gouvernement canadien, vous savez que c'est imposable. Et on avait jusqu'au 30 avril 2021 pour les payer ces montants-là en lien à ces impôts. Et là, la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement a décidé de reporter le paiement de ces impôts-là, qui auraient été dus pour le 30 avril 2021, au 30 avril 2022. Donc, on a un an pour payer nos impôts. 2 conditions, gagner en bas de 75 000 par année. Donc, c'est fait pour les gens qui ont eu beaucoup d'argent, c'est pas pour eux autres, c'est les 75 000 de T4 et moins, là, de revenus d'emploi et moins. Et bien entendu, avoir eu droit à un programme. Donc, si vous n'avez pas eu droit de programme, prenez pas pour acquis, vous avez jusqu'au 30 avril 2022. Si, mettons, dans mon cas, je n'ai pas droit au programme, bien, je dois payer mon impôt pour le 30 avril 2021. OK. Et ça, quand tu parles de revenus 75 000 et moins, c'est personnel, là? Personnel. C'est pas familial, là? Non, vraiment... c'est personnel pour l'individu qui comprend l'ensemble de tes revenus. Donc, c'est quand même une braquette assez élevée qu'ils ont mis, là. Dans le fond, tous ceux-là qui ont eu droit au programme de prestation canadienne d'urgence, là, l'impôt est reporté d'un an. Pour les autres qui n'ont pas eu droit au programme, parce qu'il y en a qui ont continué à travailler, à ce moment-là, 30 avril 2021. Donc, ça ne l'a pas changé pour eux autres. OK. Les enjeux liés à la main-d'œuvre. Oui, ça, c'est un sujet qu'on va revenir souvent, qui tracasse beaucoup également aussi les économistes, parce que dans le fond, un des problèmes qui fait qu'on a une rareté des produits, c'est que la main-d'œuvre aussi est rare, qui fait que les gens, on le voit dans les entreprises, les usines du coin, là, dans le fond, il y a beaucoup une rareté de ressources, qui fait qu'ils ne réussissent pas à livrer les quantités qui sont demandées. Et là, je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je vais vous présenter un tableau qui est sorti pour Chaudière-Appalaches, entre autres. Mais avant de présenter le tableau Chaudière-Appalaches, je vais vous présenter le tableau général des différentes unités administratives au Québec. En 2020, qui était dans une période de pandémie, dans Chaudière-Appalaches, on était pratiquement des rares régions qui a réussi à maintenir un taux de croissance de l'emploi. Donc, bonne nouvelle par rapport à ça, comparativement aux autres endroits au Québec. Donc, malgré la pandémie puis les mises à pied qu'il y a eu, nous, dans Chaudière-Appalaches, l'avantage, c'est qu'on a connu quand même une croissance. Puis qu'est-ce qui cause ça? C'est l'avantage que tu me poses comme question. Oui. C'est qu'on est très diversifié comme économie. Ça, Michel, c'est un atout qu'on a en région ici, dans Chaudière-Appalaches, et également aussi dans Montmagny-Lillette. On a du commercial, on a des entreprises dans le domaine des finances, comptables, etc., mais on a beaucoup de manufacturiers, donc on est très diversifié. Puis le fait qu'on est diversifié, si un secteur qui est affecté comme la restauration, la majorité des autres fonctionnent quand même bien. Donc ça, c'est un atout qu'on a dans Chaudière-Appalaches et dans nos territoires qu'on dessert. C'est d'avoir une économie diversifiée qui permet de maintenir dans une période de crise, d'avoir des emplois aussi intéressants. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que les gens consomment, les gens continuent à avoir leur salaire, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on a cette pénurie de main-d'œuvre-là? Elle est où, la main-d'œuvre? Ça, Michel, je vais t'emmener à un autre tableau par rapport à ça pour être capable de le voir. Donc, depuis 2011, le prochain tableau qu'on voit à l'écran, là, depuis 2011, c'est là qu'on a atteint la population active, donc les gens qui peuvent travailler, versus la population générale. Elle a commencé à diminuer. Donc, il y a moins de travailleurs par rapport aux gens qu'on a, parce que la plupart s'en vont vers le vieillissement, donc retraités. Et là, présentement, on a un déséquilibre qui se fait. Donc, on a atteint le point là, maximum en 2011. Fait que depuis 2011, on a moins de population pour être capable de desservir les services de la population qui s'en vont en vieillissement. Là. Moins de naissances, plus de décès? Moins de naissances, plus de décès, mais aussi les retards de décès, parce que dans le fond, les gens qui ne travaillent plus, il faut les servir, ces gens-là. Donc, il y a moins de main-d'œuvre pour être capable de les servir. Donc, beaucoup plus de personnes qui s'en vont à la retraite que des gens qui arrivent pour travailler depuis la naissance. Est-ce que c'est dangereux? C'est dangereux parce que ça crée une rareté. Qui dit une rareté, qui crée pénurie. Qui dit pénurie, augmentation des prix, augmentation du taux d'inflation. Donc, tous les systèmes d'économistes s'activent à ce moment-là. Et imagine-toi, Michel, que ça va seulement en 2030. Dans le prochain tableau, c'est en 2030 qu'on va ressentir un retour au balancier d'équilibre dans la population active versus la population vieillissante. OK. Donc, 2021, on s'en va toujours en diminuant et ça va jusqu'en 2030 dans laquelle on va ça va se stabiliser, là. Là, ça va se stabiliser. On le voit juste se stabiliser. C'est ça. Mais l'avantage que ça se stabilise, c'est qu'il n'y a plus un déséquilibre qui se fait. C'est qu'on devient comme un peu... Il n'y a pas plus de population qui
qui est active, mais il n'y a pas plus de population aussi qui est dans le vieillissement. Donc, le bateau... Le bateau, il est moins à mancher là, en pic. OK, oui. C'est ça que je veux mentionner comme élément. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Est-ce que c'est l'immigration? Oui, je vais vous présenter un troisième tableau. Donc, il y a 3 éléments qu'on peut jouer. On sait que présentement, on a la scolarité. Donc, on veut accentuer au niveau de la scolarité parce qu'on sait que si les gens sont mieux scolarisés, etc., il faut que les gens revoient leur façon de faire en entreprise. Dans nos services aussi, on doit revoir notre façon de faire pour voir de quelle façon que je peux réduire ma main-d'œuvre et d'offrir le même service ou le même produit. Ça, on le voit, les tangentes qui ont été prises. Je vais vous donner un exemple sur le territoire qu'on voit très bien, Technion. Technion, là, dans le fond, qui était une entreprise qui était pratiquement dévouée à être fermée si elle aurait continué la même tendance qu'elle avait. Pourquoi? Parce que c'était une fabrication rudimentaire à l'époque. Mais ils ont commencé à revoir complètement leur ligne de production puis à remettre constamment en évolution cette ligne de production-là. Donc, à tous les jours, leur objectif, c'est de voir comment que je peux améliorer ma ligne de production pour sortir un produit de même quantité, sinon plus de produits. Donc, est-ce que tu parles de robotisation? Robotisation, mais aussi des façons de faire. Bon, pourquoi que ma pièce que je mets sur l'assemblage est située à 2 mètres plus loin? Serait-il possible de l'avoir plus proche? Donc, à repenser les façons de faire. Et c'est là qu'il faut se servir des cerveaux des gens qui travaillent avec nous. Est-ce que les gens qui travaillent avec nous, ils en ont des solutions par rapport à ça? Puis c'est un message que je veux lancer. Il faut que les entreprises prennent le pas, puis on voit des bels exemples. J'ai donné Technion comme exemple, mais il y en a beaucoup d'exemples, Humano, etc., des belles entreprises qui revoient leur façon de faire pour sortir les mêmes choses avec moins de main-d'œuvre. Donc, c'est ça l'objectif. La technologie, c'est plus payant pour les entreprises. C'est plus payant pour les entreprises. Il y a un investissement à faire. Donc, il faut prendre le temps de s'arrêter pour être capable de mieux produire par après à moindre coût. Puis ça, c'est une façon d'être capable de combler le vide. Donc, on voit des entreprises pour lesquelles ça prenait 20 employés pour faire un produit dans une journée. Là, maintenant, ils sont rendus sur la chaîne de montage à 15 personnes. Donc, 5 personnes de moins. Ça m'amène à te poser la question. Tu parles en 2030 qu'on va se stabiliser. Donc, est-ce qu'on va avoir un taux de chômage qui va augmenter? On va avoir un taux de chômage qui va augmenter parce que si les entreprises se sont robotisées, qu'on a moins besoin de main-d'œuvre et que là, ça se stabilise et ça revient à la normale, est-ce qu'on va avoir un taux de chômage qui... Ça pourrait être le cas. Donc, il y a toujours de quoi qui... Il y a toujours de quoi qui ne marche pas. Il y a toujours une ficelle qu'il faut maintenir pour équilibrer par rapport à ça. Bien, effectivement, ça prendrait un taux de chômage. Par contre, il risque d'avoir des services additionnels qui peuvent se rajouter, qui fait qu'on va avoir besoin de ces gens-là aussi. Fait que c'est un peu dur à dire en 2030, mais ça peut être un élément que s'il y a un retour balancier, parce que présentement, le taux de chômage est très bas, et il va demeurer très bas jusqu'en 2030. Puis on va parler jusqu'en 2030 des problèmes de main-d'œuvre. Ça, on n'est pas sorti du bois par rapport à ça. de se faire à l'idée. Effectivement. OK. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux? Non, c'est beau pour ceux-là. Oui, OK. Le logiciel le plus téléchargé durant la période de pandémie. J'ai hâte d'avoir... Parce que moi, je ne suis pas au courant. Les tableaux, tout ça, moi, je ne suis pas au courant. Alors, c'est quoi le logiciel? J'ai hâte de l'entendre. Est-ce que tu as une idée par rapport à ça, le logiciel qui est le plus téléchargé? C'est le logiciel Zoom. Zoom qui, dans le fond, pourquoi je voulais parler de Zoom? C'est que Zoom a connu une croissance phénoménale. J'aurais pas pensé à Zoom, non? Non. C'est le logiciel qui a été le plus téléchargé sur les réseaux. Pourquoi? Pourquoi? À cause du télétravail. Donc, les gens ont dû aller vers le télétravail, une façon d'être capable de parler avec ses coéquipiers. Même, je fais des réunions présentement avec le Club Richelieu sur Zoom, parce que c'est une façon d'être capable de se réunir et de discuter de nos points. Donc, ça se fait sur Zoom. Donc, mais pourquoi Skype? Parce qu'avant ça, moi, on faisait des entrevues avec Skype, puis tout d'un coup, on a découvert Zoom, et Team aussi, là, il y a le réseau Team aussi. Effectivement. Pourquoi que Skype, on a abandonné Skype pour Zoom? Bien, Zoom, il y a des applications qui sont plus intéressantes pour travailler en équipe, etc., pour les interventions. Donc, c'est toutes les petites applications qui ont été rajoutées par rapport à ça, qui fait qu'on a l'impression de pratiquement d'être ensemble. Quand à un moment donné, tu l'oublies quasiment qu'on est en Zoom parce que tu es concentré, un parle, etc., peut poser des questions, peut t'envoyer une information, peut te partager un tableau. Zoom a pris vraiment une tendance vraiment intéressante pour le télétravail. Teams en est un, mais Teams, on doit payer aussi en général une bonne partie. Zoom, il est beaucoup plus gratuit. Zoom fait son argent par la publicité, etc. Et Zoom a fait 2,6 milliards de revenus l'an dernier. Incroyable. Le titre boursier, Michel, imagine-toi comment il était le titre boursier. Il est rentré à la bourse, il ne fait même pas 10 ans que ça existe, Zoom. Là. Ça a commencé, ça prend du monde avant-gardiste. Quand tu penses à ça, là, il y a 10 ans, il y a quelqu'un qui a pensé à un logiciel d'être capable de travailler en télétravail. Personne n'utilisait ce logiciel-là.
Il est rentré à la bourse à 36$ parce que ça coûtait cher à mettre en application. Avant la pandémie, le titre boursier a monté à 100$ par action. Et aujourd'hui, le titre boursier vaut combien? Il vaut 400$ par action. Donc, les gens qui ont pensé à Zoom, qui ont investi du temps, bien, c'est un peu le message que je veux lancer par rapport à Zoom. Il faut avoir des réflexions de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'en vient, puis on a peut-être une solution intéressante pour l'avenir. Être visionnaire. Être visionnaire par rapport à ça. Puis Zoom ont été vraiment visionnaires, puis bravo pour eux, parce qu'aujourd'hui, ils en récoltent vraiment les gains par rapport à ça. Et, les entrepreneurs aujourd'hui qui réussissent, ce sont des visionnaires. Il faut voir loin. Oui. Je pense que c'est le message qu'on doit retenir aujourd'hui. C'est difficile de voir loin parce que tu le dis, là pour l'instant c'est comme ça, mais on ne sait pas, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Mais il faut prendre le temps de s'asseoir puis de réfléchir. Quand on prend le temps de s'asseoir, de réfléchir, on voit un peu qu'est-ce qui se passe, la tangente qui s'en vient, etc. Là, je vous dis aujourd'hui qu'il y a une rareté de main-d'œuvre. Fait que tu dois travailler en conséquence de ça. Si tu as un restaurant présentement, tu dis j'ai une rareté de main-d'œuvre. D'ailleurs, c'est un problème qu'ils vont avoir les restaurants. Il y a moins de main-d'œuvre qui vont vouloir retravailler parce qu'ils sont tous un peu replacés ailleurs, ces gens-là. Qu'est-ce que je peux faire comme restaurateur pour améliorer, d'avoir moins de personnes puis d'offrir le même service? Je n'ai pas la réponse, mais il faut y penser. Toujours très intéressant, ces chroniques économiques. Donc, vous avez besoin, vous avez des questions, peu importe. Vous appelez Régent ou ses collègues au 248-57-77, l'équipe du groupe Mallette. Chronique économique dans le cadre des Mardis Mallette qui vous revient toutes les 2 semaines. Et la semaine prochaine, ce sera la chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Merci beaucoup, Régent. On se retrouve dans 2 semaines. Merci, Michel. Voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.